Sorciers, sorcières, moldus et non-mages, bienvenue. En 1994, s'est tenu un grand événement à Poudlard, le tournoi des 3 sorciers, où rien, absolument rien, ne s'est passé comme prévu. Ça dépend, si tu regardes du point de vue de Lord Voldemort, tout s'est passé comme sur des roulettes. Sans doute, mais pour que tout se passe bien pour Lord Voldemort, il fallait que tout le reste parte en vrille. Et c'est bien dommage, car à cause de ça, on a un regard biaisé sur les différents champions du tournoi. Parce que Viktor Krum parle peu, il passe pour une grosse brute sans cervelle. Parce que Fleur Delacour est jolie et hautaine, elle passe pour une fille superficielle et écervelée. Et parce que Cédric Diggory meurt, certains le prennent pour un faible. Et je pense que c'est bien dommage et qu'au fond, on avait à disposition 3 champions talentueux qui avaient bien plus que leur talent en matière de magie pour briller. On se remet en condition pour le tournoi des 3 sorciers de 1994 et 1995 à Poudlard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur la sélection des champions par la coupe de feu. Cet objet magique aux flammes bleues et blanches est présenté comme un juge impartial. Mais sur quoi se base la coupe de feu pour juger les élèves qui se proposent à participer au tournoi? La magie de la coupe de feu n'étant jamais vraiment expliquée, on ne peut qu'exprimer des hypothèses. On ne dispose que de 2 certitudes. Elle est impartiale, et lorsqu'on est choisi par la coupe de feu, on est tenu par un contrat magique de concourir aux 3 épreuves. Et il consiste en quoi ce contrat magique? En fait, on sait pas. Dumbledore, Barty Croupton et Ludo RP semblent partir du principe que c'est un lien qu'on ne peut pas défaire. Et un objet avec une puissance magique suffisamment balèze pour que Dumbledore ne puisse rien y faire, c'est comme le professeur McGonagall le soir du bal de Noël, c'est pas là pour rigoler. La coupe de feu va donc choisir parmi les noms qui lui sont proposés ceux qu'elle juge les plus dignes de participer au tournoi des 3 sorciers. Mais c'est quoi ces critères de sélection? Comme Barty Croupton Jr. laisse penser qu'il a fait croire à la coupe de feu que Harry appartenait à une 4e école, il a été choisi dans une liste comptant une seule personne. Donc on va mettre de côté Harry, car un peu comme lui, la coupe de feu n'a pas eu le choix. Par contre, pour les autres, il a fallu que la coupe de feu choisisse entre les différents noms qui lui ont été proposés pour chaque école. Et je pense que la coupe de feu va d'abord chercher des élèves répondant aux critères qui seront mis à l'épreuve par le tournoi. 3 tâches auront donc lieu à divers moments de l'année et mettront à l'épreuve les qualités des champions, leur capacité magique, leur audace, leur pouvoir de déduction, et bien sûr, leur aptitude à réagir face au danger. Avec les capacités magiques, l'audace, le pouvoir de déduction et l'aptitude à réagir face au danger, la coupe de feu choisit des sorciers qui ont un certain niveau en matière de magie et qui sont à l'aise dans l'action. Mais le tournoi va aussi mettre à l'épreuve les qualités des champions. Et je vous invite à garder cette idée de côté pour plus tard. Ok, donc déjà au début tu t'éparpilles. Tiens, on a d'autres des dingueries comme ça, cousin? On va aussi garder en tête que la coupe de feu choisit des sorciers dignes de représenter leur école. La coupe de feu recherche des élèves qui auront l'étoffe de champion, mais qui auront aussi une personnalité assez forte pour représenter l'intégralité de leur école. La coupe ne choisirait donc ni un élève flemmard, ni un rat de bibliothèque. Elle ne choisirait pas non plus un élève trop tête brûlée et qui mettrait en péril le tournoi. Et pour finir, il est important de rappeler que l'objectif principal du tournoi est de renforcer l'entente magique internationale. Alors la coupe de feu a tout intérêt à choisir des élèves qui vont rassembler autour d'eux et non diviser. Et pour finir, la coupe de feu est impartiale. Elle ne se repose pas sur l'avis de qui que ce soit, peu importe ce que pense Dumbledore, Karkaroff ou Madame Maxime de leurs élèves. C'est la coupe, et uniquement la coupe, qui sera en mesure de dire qui est digne de représenter son école. Sauf que pour Viktor Krum, c'était justement celui que voulait Karkaroff. Mais la coupe de feu avait 12 noms d'étudiants pour Durmstrang, donc c'est une coïncidence. Et d'ailleurs, comme tu parles de lui, on va commencer par le champion de Durmstrang. Viktor Krum est une célébrité avant que le tournoi commence, vu qu'il est attrapeur pour l'équipe de Quidditch de Bulgarie et que sa renommée est mondiale. Contrairement au physique trapu et musculeux que les films lui donnent, il est plutôt décrit dans les livres comme grand et fin, un nez assez imposant et courbé, des sourcils noirs et épais, pas spécialement séduisant, avec une démarche chaloupée et beaucoup moins gracieux à pied qu'en balai. Son physique lui donne une apparence de bourrin, brut, pas vraiment sympathique au premier regard. Si on s'arrête aux apparences, Viktor a d'ailleurs tout pour être antipathique. Durmstrang, son école, souffre de la réputation de Grindelwald et du fait que selon ce qui nous est rapporté, on y étudierait la magie noire. Le fait que Durmstrang soit dirigé par un ancien mange-mort n'aide pas non plus. Surtout que Karkaroff a l'air aussi chaleureux qu'un détraqueur. Du coup, on aurait pu attendre de Viktor qu'il suive la voie des ténèbres, ou tout du moins qu'il soit prêt à employer la magie noire si nécessaire. Mais il semblerait qu'il soit au contraire à l'opposé de ça. Pour commencer, Viktor fuit ses groupies, et il ne semble pas vouloir tirer profit de l'influence que lui apporte la célébrité. Il mentionne une fois quelque chose sur le sujet, mais n'insiste pas plus que ça. À quoi sert-il d'être un joueur de Quidditch international si toutes les jolies filles sont prises? C'est hyper cliché et ça donne un regard très superficiel sur les femmes, mais quand Harry lui dit que Ginny est déjà en couple, il n'insiste pas. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui considère que sa célébrité lui donne des droits en plus.
Et puis, c'est au final un sorcier sans préjugés sur les moldus et les némoldus. La preuve, il est tombé amoureux de Hermione. Et comme Victor est déjà habitué à la célébrité, il sait très bien que s'afficher avec une némoldue va envoyer un message très fort. Que tout le monde va le voir et tout le monde va en parler. Et il le montre jusqu'au bout, il s'en fiche. Et Hermione dit qu'il est plus physique qu'intellectuel. Il est pas intellectuel, ok, mais ça ne veut pas dire qu'il a de la semoule en guise de cerveau. Ou alors Ron et Harry sont aussi débiles que des scouts à pétard sans pétard. Pour ton talent pour écrire des métaphores, je te mets 6 sur l'échelle de Rita Skeeter. Victor montre des capacités magiques impressionnantes, comme la demi-transformation en requin. On retient surtout que Victor n'a jamais fait le moindre reproche à Harry concernant sa présence au tournoi et qu'il était même impressionné par sa maîtrise du vol en balai. Et un compliment comme ça, venant d'un finaliste de la Coupe du Monde de Quidditch, ça vaut son pesant en galion quand même. Tu es au courant qu'en France, vous les sorciers, votre monnaie c'est le bézin? Ouais, mais je me sens pas trop de parler de cette monnaie dans mes cours. Et il est où le problème? Tu as honte de ton pays, cousin? Non, j'ai juste du mal à me dire que les sorciers français payent en baisant. Ah oui, quand on le dit à voix haute. Ouais. Qui plus est, plus tard au mariage de Bill et Fleur, Victor va exprimer une colère profonde contre Grindelwald et l'héritage de ce dernier. Victor est un homme au final discret, conscient de ses compétences, qui ne ressent pas le besoin de faire de l'esbrouf. Il ne se fait aucun préjugé négatif sur les gens selon leur origine et n'hésite pas à considérer Harry comme un égal, ce qui montre qu'il n'a rien d'arrogant. Victor n'est pas fermé aux autres, il est surtout un sportif talentueux qui a connu la célébrité très jeune et je pense que c'est là-dedans que se trouve l'origine du caractère de Victor. Quand tout le monde vous regarde et épie les moindres de vos faits et gestes, est à l'affût de la moindre de vos paroles, peut-être qu'au nom de votre tranquillité, vous aussi vous chercheriez à être aussi discret. En tout cas, Viktor Krum n'est ni un mage noir, ni une brute. C'est un sorcier porté vers l'action et qui se bat pour la victoire. Il a l'esprit de compétition, mais aussi le respect de l'adversité et un certain sens de la stratégie, car il a attrapé le vif d'or malgré la défaite de son équipe lors de la Coupe du Monde pour que l'équipe de Bulgarie conserve les honneurs malgré la victoire de l'Irlande. Loin d'être une brute sans cervelle, Viktor Krum est un sportif avec un cœur. Elle était bien cagole quand même. Tu vas pas nous dire qu'elle était en fait toute gentille, la pitchoune? Non, elle a été une peste, elle a été hautaine et insultante envers Dumbledore, envers Poudlard et envers ses élèves. Ah, donc tout va bien. Mais... Les films oublient allègrement de le mentionner, mais Fleur de la Cour est une demi-Vélane. Ou plutôt, la mère de Fleur, Apolline de la Cour, est une demi-Vélane. Ce qui doit faire de Fleur... Une demi-demi-Vélane, une quart de Vélane, tiers de Vélane, Vélane de sang mêlé. On va pas chercher le sombral sans la mort, on va dire demi-Vélane. Ce qui fait que la beauté de Fleur est surnaturelle. Il semblerait qu'en tant que demi-Vélane, elle a deux types de charme. Un charme passif, qui fait d'elle une femme d'une grande beauté, et un charme actif, qui fonctionne comme un sort qu'elle lance sur les hommes pour les envoûter. Et ce n'est pas quelque chose que Fleur a choisi d'être capable de faire, elle est née ainsi. Comme Hagrid, comme Flitwick, Fleur est une hybride, descendante petite fille d'un croisement entre un sorcier et une Vélane. Et les hybrides, chez les sorciers, ça souffre de beaucoup de préjugés. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que Madame Maxime soit régulièrement montrée dans une position protectrice avec Fleur. Car en tant que demi-géante, Olympe Maxime a ceci de commun avec Fleur qu'elles sont toutes les deux des hybrides. Et je trouverais très poétique que Madame Maxime se soit prise d'affection avec Fleur parce qu'elle se reconnaissait en elle, comme Hagrid s'est pris d'affection pour Harry parce qu'il se reconnaissait en lui. Mais surtout, systématiquement, Fleur est identifiée par sa beauté. Et ce que je trouve assez triste, c'est qu'elle s'identifie elle-même qu'avec ce critère. Alors que comme je l'ai dit plus tôt, la coupe de feu l'a choisie, c'est parce qu'elle est digne d'être choisie. Parce qu'elle est digne de représenter Beauxbaton. Et pourtant, Fleur ne se voit que comme une belle femme. Qu'est-ce que ça peut me faire, son physique? Je suis suffisamment belle pour deux, il me semble. Tu dis ça, mais me dis pas que tu oublies comment elle prenait tout le monde de haut autour de tournoi, professeur. J'oublie pas, t'inquiète, Ferdinando. J'oublie pas. J'oublie pas qu'elle a été exécrable jusqu'à l'épreuve du lac Noir, où elle a perdu tous ses moyens lorsqu'elle s'est rendue compte que c'était sa petite sœur qui est au fond du lac. Et c'est à ce moment-là que la carapace d'arrogance de Fleur s'effondre et qu'on découvre un autre visage. Miss de la Cour, bien qu'elle ait fait un excellent usage du sortilège de tête en bulle, a été attaquée par des strangulots en approchant du but et n'a pas réussi à délivrer sa prisonnière. Nous lui accordons 25 points. C'est insensé, je méritais 0, dit Fleur d'une voix rauque en hochant sa tête aux cheveux magnifiques. Fleur s'adoucit à partir de ce moment-là et n'oubliera jamais le geste de Harry d'avoir sauvé sa sœur quand elle-même avait échoué, même si Gabriel de la Cour, dans le fond Du lac, ne risquait rien. Par la suite, avant l'escorte des 7 Potters et sous les traits de Harry, il nous est dit ceci. Fleur vint se placer à côté de lui et lui adressa un regard mièvre et soumis, dont Harry espérait de tout cœur qu'il n'apparaîtrait jamais plus sur son visage. Ces deux passages ensemble me laissent penser qu'au fond, Fleur n'a que peu confiance en elle,
et que, comme beaucoup de gens, elle cache ce manque de confiance derrière un masque d'arrogance. D'autant que c'est malheureux, mais il faut le reconnaître, on sait très bien qu'il y aura toujours des mauvaises langues pour dire de Fleur qu'elle aura réussi grâce à sa beauté plutôt que grâce à son talent, même quand ça sera le cas. Alors peut-être qu'au fond, ce masque d'arrogance est avant tout une défense pour Fleur. Avec son couple avec Bill Weasley, on peut être tenté de croire que Fleur, la jolie fille, s'est sentie naturellement attirée par Bill, le beau gosse Weasley. Mais si Fleur de la Cour n'était pas que une jolie fille, et si Bill, comme la coupe de feu, avait vu plus loin que ce qui aveugle la plupart des hommes. Car on voit au travers de sa conversation avec Harry sur les gobelins que Bill est d'une très grande clairvoyance sur les différences entre les individus, entre les cultures, et qu'elle est d'une grande ouverture d'esprit. Je ne le vois pas rester sur une vision superficielle de celle qui deviendrait sa femme. La coupe de feu a jugé Fleur digne de concourir et de représenter Beauxbatons. Elle a réussi son épreuve face au dragon. Elle a œuvré pour l'ordre du Phénix, elle a contribué à remettre en bonne santé Gary Collivander et le gobelin Gripsec, elle a combattu les Mangemorts lors de la bataille des Sept Potters et à la bataille de Poudlard. Elle accepte de se marier au Terrier, qui est une maison extrêmement modeste, plutôt qu'en France, et ce pour la sécurité de Harry. Peut-on dire qu'elle est une sorcière incompétente ? La coupe de feu dit le contraire. Qu'elle est égoïste ? Ce choix de renoncer au mariage en France pour la sécurité de Harry prouve que non. Est-elle vraiment aussi sûre d'elle qu'elle le laisse paraître ? L'épisode du lac noir prouve que non. Fleur de la Cour Weasley, bien plus qu'une jolie fille, est une sorcière talentueuse, mais qui, pensant n'être rien de plus qu'une jolie fille, se protège du jugement des autres derrière des apparences hautaines. Mais nous l'avons vu surtout au travers du regard jaloux de Hermione, de celui de Ginny, soucieuse du grand frère qu'elle admire, et de celui de Molly, peut-être un peu trop protectrice de son fils aîné. Heureusement, Fleur finira par se faire accepter, et peut-être que faire partie d'une famille aussi aimante que les Weasley lui apprendra à s'aimer non pas un peu plus, mais un peu mieux elle-même, sans recourir à un masque d'arrogance. Cédric Diggory a souvent suscité la jalousie des Gryffondors, qui le décrivaient comme un bellâtre sans cervelle. Pourtant, et dès sa première apparition dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Cédric Diggory fait preuve des qualités les plus pures des Poufsouffles. Il gagne le match de Quidditch contre Gryffondor, mais quand il se rend compte que Harry subissait une attaque de détraqueurs pendant que lui s'emparait du vif d'or, il a été le premier à demander, en vain, à ce que le match soit rejoué. On sait que le championnat de Quidditch est important pour les élèves de Poudlard, et Poufsouffle reste tout le temps dans l'ombre des autres maisons. Cédric leur assure enfin une victoire, et il demande quand même à ce que le match soit rejoué. Oui, mais il sera pas rejoué quand même, cousin. On s'en fout, ça place le niveau du fair play du gars. Il ne recherche pas la victoire, donc il n'y a pas la victoire à tout prix, il cherche une victoire qu'il mérite. Et gagner à la loyale, c'est important pour Cédric. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on découvre son père, Amos Diggory, qui est d'une fierté extrême envers son fils. Il n'hésite pas à rabaisser Harry pour mettre Cédric en valeur, même si ce n'est pas pensé à mal. Depuis tout petit, Cédric vit donc avec un père qui le met sur un piédestal, pourtant ça ne l'a pas poussé à devenir arrogant. Au contraire, Cédric est modeste et essaye toujours de faire relativiser son père. Après que les champions aient été choisis par la Coupe de Feu, il ne fait jamais le moindre reproche ou commentaire négatif envers Harry. Il demande même aux autres élèves d'arrêter de porter les badges à bas Potter. Lorsque Harry le tient au courant pour les dragons, il lui rend l'appareil en l'aidant pour l'énigme de l'œuf d'or. Dans le labyrinthe, lui et Harry se considèrent comme des égaux. Et même qu'à ce stade, ils incarnent tous les deux un principe que j'aime beaucoup. Ils se comportent en rivaux, mais jamais en adversaires. Ils se battent tous les deux pour gagner, mais jamais pour que l'autre perde. Et pour Draguetcho, c'est pas un peu des adversaires quand même? Ben tu vois, je trouve que cette idée est bien pourrie. Voir la relation avec Cho comme une compétition, c'est faire comme si Cho n'était qu'une récompense et c'est manquer de respect à ce qu'elle ressent. En plus, ils ne se sont jamais nuits l'un à l'autre au nom de Cho, alors je vois pas comment on pourrait appeler ça une compétition entre les deux, ça aurait aucun sens. Cédric a fait preuve d'un grand sens de la loyauté, de fair play, il a respecté tous ses concurrents tout au long de l'année. Et même concernant Viktor Krum, lorsque, sous Imperium, ce dernier attaquera les champions, Cédric en sera surpris. « C'est incroyable, je croyais qu'il était loyal », dit Harry. « Moi aussi », murmura Cédric. Cédric respectait tous ses concurrents, et il les respectait plus encore que ceux qui n'étaient que spectateurs du tournoi. Si Cédric a autant fédéré autour de lui, de son vivant et après sa mort, c'est parce qu'il représentait toutes les qualités d'un Poufsouffle. Plus encore, il était un exemple pour les Poufsouffles. Dumbledore lui fera une éloge funéraire, rappelant tout ce que Cédric représentait. Et forcé de constater que Cédric aurait rendu Helga Poufsouffle particulièrement fier. Il n'est pas qu'un bellâtre, il a été quelqu'un de bien jusqu'à son dernier souffle. Et je trouve qu'il est un exemple d'esprit sportif qui consiste à faire de son mieux pour se hisser jusqu'à la victoire, et pas à redoubler d'efforts pour mener ses adversaires à la défaite. Et donc, comme je commence à te connaître, tu veux en venir où à nous emboucaner avec ces histoires? Tu te souviens quand je parlais de mettre à l'épreuve leur qualité ?
Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir pourquoi les 3 épreuves sont réparties à plusieurs moments de l'année et pas à la suite les unes des autres? En vérité, le tournoi commence lorsque la Coupe de Feu sélectionne les champions et se termine quand la 3e tâche est remportée. Et tout le reste du temps, les champions sont aussi mis à l'épreuve. Je tiens à rappeler une fois encore que tout ce que je dis relève de l'interprétation. Si vous n'êtes pas d'accord, je serais ravi de connaître votre point de vue, en toute bienveillance, dans les commentaires. Mais d'après moi, à partir du moment où le tournoi a commencé, ce fameux contrat magique s'est activé. Et tous les événements qui se sont enchaînés ont été là pour mettre les 4 champions à l'épreuve. D'abord, le temps passé avant la première tâche met à l'épreuve les écoles des champions autant que les champions eux-mêmes. Comment les écoles vont réagir au choix des champions? Vont-ils être bien soutenus? Si oui, comment? Et comment cela va impacter leur vie? La première tâche les met face à un danger direct, une figure seule mais imposante devant lequel, sur le papier, ils sont censés improviser. Leur audace, leur capacité à aller au devant du danger pour atteindre leur objectif est mise à l'épreuve. Avant d'arriver à la deuxième tâche, ils doivent résoudre l'énigme de l'œuf d'or. C'est leur sens de la déduction qui est mise à l'épreuve à ce moment-là. Et la deuxième tâche dans les profondeurs du lac noir, dans la forme, consiste moins à atteindre un objectif qu'à sauver quelqu'un qui nous est cher. Ce qui motive les champions à ce moment-là, ce n'est pas la recherche de la victoire, mais bien la façon dont il va falloir redoubler d'efforts pour porter secours à un proche. Enfin, pour la 3e tâche, ils savent à l'avance qu'ils vont devoir parcourir un labyrinthe parsemé d'obstacles et de différentes créatures. Ils ne seront pas pris au dépourvu là-dessus, et c'est bien préparé qu'ils vont devoir éprouver leur aptitude à réagir face au danger. Et si on regarde l'ensemble de l'année scolaire des 3 champions initialement prévus, Victor a régulièrement fréquenté la bibliothèque pour tenter de se rapprocher de Hermione. Victor, qui d'ordinaire est suivi par des hordes de filles désireuses d'avoir son attention, doit cette fois lutter pour avoir l'attention de Hermione. En passant son temps à Poudlard et surtout face à Harry, ses valeurs sont confrontées et cela lui donne l'occasion de les révéler, de montrer qu'il n'est pas comme Karkaroff, qu'il n'est pas un mage noir contrairement à ce que les apparences laissaient penser. Le tournoi lui donne l'opportunité d'aller à l'encontre des préjugés sur une école de mauvaise réputation et de montrer que cette école peut tout aussi bien former des élèves bienveillants, qui ne sont pas intéressés par la magie noire et qui sont prêts à montrer du respect et même de l'amour envers l'aîné moldu. Fleur a arpenté les couloirs de Poudlard sous ses grands airs supérieurs et hautains. Et même si elle a pu jouir d'une certaine popularité auprès des garçons de Poudlard par ses charmes, le tournoi l'a contrainte à se montrer sous un jour plus fragile. Et c'est seulement après la 2e épreuve qu'elle a commencé à se montrer plus agréable avec les autres étudiants. Et même si, par les années qui ont suivi, elle a fait preuve d'une franchise crue et d'une condescendance irritante par moments, elle a aussi montré toute l'étendue de l'amour qu'elle avait pour Bill, pour la famille Weasley, et toute la bienveillance qu'elle éprouvait envers Harry. Le tournoi l'a contrainte à voir et à montrer qu'elle n'était pas uniquement l'image de beauté qu'elle était convaincue d'être. Le tournoi donne à Fleur l'opportunité d'aller à l'encontre des préjugés qu'on peut se faire d'une femme que tout le monde juge belle. Cédric a toujours été loyal, mais en se retrouvant face aux 2 autres écoles, et surtout face à Harry, toutes ses qualités de Poufsouffle ont été mises à l'épreuve. Harry lui a apporté son aide avec les dragons, et il n'avait aucune obligation à aider Harry en retour, mais il l'a fait quand même. Il aurait pu considérer Victor et Fleur comme des adversaires et des ennemis, mais il les a toujours traités avec respect. Il aurait pu prendre Harry de haut, mais il l'a traité en égal. Toute sa maison comptait sur lui pour redorer l'image de la maison du blaireau, mais Cédric ne l'a jamais fait au détriment de ses valeurs. Le tournoi a montré toute la valeur de Cédric, que ce n'était pas que des valeurs bateaux pour avoir le beau rôle, mais bien des valeurs pour lesquelles il était prêt à se battre et auxquelles il ne renoncerait jamais. Mais surtout, Cédric a beau être un rival de Harry, il n'est pas un ennemi. Il est allé à l'encontre des préjugés qu'on peut avoir sur un rival pour en faire un égal de Harry, avec qui il entretient une relation de respect mutuel sans jamais se nuire. le professeur Dumbledore disait que le tournoi assurait à son gagnant une gloire éternelle. Mais je pense plutôt que le tournoi a forcé ses champions non seulement à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, mais surtout à voir ce qu'il y avait de meilleur en eux au-delà des apparences. À montrer à un sportif renfermé ce qu'il a à gagner à explorer sa sensibilité. À montrer à une femme attachée aux apparences ce qu'il y a à gagner à montrer son cœur. À montrer à un élève aimé l'importance des valeurs qu'il défend. Et c'est aussi pour ça que le meurtre gratuit de Cédric Diggory en est d'autant plus horrible. Car c'est lorsque tout le monde, Harry y compris, a enfin réalisé toute la hauteur des qualités que portait Cédric, que Voldemort, par la main de Queue de Verre, met fin à la vie du jeune homme. Ce tournoi a surtout montré le piège des apparences, car il fallait se méfier de Maugré, de Verpé, de Barty Croupton, alors qu'ils étaient d'apparence bienveillante. Tandis que de l'autre côté, on a vu Cédric, Victor et Fleur comme des adversaires, comme des caricatures de ce que l'on avait choisi de croire qu'ils étaient. Et quand on voit enfin au-delà de ces apparences, quand on voit tout ce que ces nouvelles relations ont à offrir, pile à ce moment-là, Lord Voldemort revient et tue l'un d'entre eux. Dans la catégorie pourrir l'ambiance, il y a un niveau Tonton Jackie nous parle de politique au repas de Noël. Sauf que contrairement à ce que croit Lord Voldemort, ce sont les liens que les personnes se créent au-delà des apparences qui comptent.
Et ce sont entre autres ces liens qui, par la suite, vont créer la résistance, fédérer les élèves de Poudlard à lutter contre la désinformation du ministère avant de se dresser contre lui et ses mange-morts et conduire le bien à triompher. Plus que la compétition, qui ne fait qu'un seul gagnant, c'est dans les liens que les personnages se créent au-delà des apparences que tout le monde gagne quelque chose grâce au tournoi. Rappelez-vous que ce n'est que lorsqu'on arrêtera de se poser des questions qu'il n'y aura plus de réponses à trouver. Prenez soin de vous, prenez soin des relations qui comptent pour vous. C'était le professeur M de l'Académie de magie de Beauxbatons, pour vous servir.